On vient d'être classé premier broker. Aujourd'hui, on est 3500 collaborateurs. Quand je suis arrivé, on devait être 120. Sur le montant de nos encours, je me souviens que je suis arrivé, c'était 5 milliards de francs. Aujourd'hui, nos encours globaux, c'est 150 milliards d'euros. Nos fonds propres, c'est de l'ordre de 1 milliard 200 millions d'euros. Les géographies, c'est France, Allemagne, Suisse, mais aussi la Tunisie. On fait ça dans 40 pays d'Afrique subsaharienne avec 250 banques correspondantes. Il y a des talents incroyables en Afrique. Il y a des ressources incroyables. C'est vraiment l'avenir. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui se retirent d'Afrique. Mais nous, on s'y intéresse. Au-dessus de la barre des 10 milliards, au-dessus de la barre des 20 milliards. Et puis on voit qu'ils vont aller plus loin, qu'ils vont grandir à l'international. On peut dire que c'est une très belle success story. Et j'ai envie de te dire, alléluia! Nous remercions les partenaires pour cet épisode, Madines, le média de référence sur l'économie de demain, et BNP Paribas Asset Management, leader mondial de la gestion d'actifs. Engagé en faveur d'investissements responsables, BNP Paribas Asset Management offre une gamme variée d'ETF, accessibles sur Shares et Shares Pro, pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers et conseillers en gestion de patrimoine. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cash Cash, le podcast où on apprend un peu plus sur la finance, l'activité aussi de ceux qui sont derrière dans les métiers de la finance. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Grégoire Charbit, qui est donc gérant du groupe Odo BHF. Grégoire, bonjour. Bonjour Benjamin, moi aussi je suis très heureux d'être avec toi. Très heureux de pouvoir répondre à tes questions. Je suis à ta disposition. Alors Grégoire, on se connaît depuis maintenant près de 4 ans. On a toujours trouvé plein d'occasions de se voir, se revoir. C'est toujours un grand plaisir. Et je sais que c'est ton premier podcast. Donc je suis très heureux de cette confiance et que tu le fasses avec nous. On a plein de questions à te poser. On va essayer d'être efficace. Mais on va commencer très simplement par qui es-tu Grégoire ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, d'où tu viens ? On aimerait beaucoup en savoir plus. Très simple. Alors mon parcours, il est un peu similaire au tien puisque... il y a très longtemps, maintenant je suis guéri, j'ai été avocat. Donc j'ai été avocat chez Gide et c'est la façon dont j'ai commencé ma carrière. Et en tant qu'avocat, j'ai travaillé pour Odo. Donc deuxième étape de ma carrière, ça fait 31 ans que je suis chez Odo. Donc c'est passé très vite. Et pourquoi c'est passé très vite ? Parce que chez Odo, tous les jours tu changes de métier. Donc j'ai été juriste, j'ai été DRH, j'ai été secrétaire général, j'ai été responsable des produits dérivés, j'étais responsable de notre activité électricité. Et aujourd'hui, voilà, tous les jours tu changes. Et je me suis pendant longtemps occupé de tout ce qui est croissance externe du groupe. Et ça, c'était un métier qui m'a beaucoup... T'étais avocat en droit des affaires ? Alors j'étais avocat en propriété intellectuelle et avocat en droit immobilier. Et tout ça me mène au droit des affaires. Oui. D'accord, c'est intéressant. Ouais. Donc tu as commencé en fait sous cet angle-là à aider et accompagner le groupe Odo pour en fait le rejoindre très rapidement. Exactement, c'est comme ça. On a travaillé sur des dossiers ensemble. Et puis un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas dans la vraie vie ? J'ai dit d'accord. Et tu es de Paris ? Tu as grandi à Paris ? Je suis né à Paris 13e et j'ai passé toute ma vie à Paris. D'accord. Alors, est-ce que le droit te manque un peu ou pas du tout ? Parce qu'aujourd'hui, tu fais beaucoup moins de droit. Ou c'est encore dans ton scope quand même qui est assez large, on va en reparler. C'est pas dans mon scope, mais le fait de maîtriser le droit, c'est très important. Pourquoi ? Parce que je pense que le droit, tu as deux façons de l'aborder. Soit tu le prends pour tout compliquer, soit tu essaies de tout simplifier. Mais dans les deux cas, il faut le maîtriser. Et mon objectif, ça a toujours été le cas, c'était de voir comment je peux simplifier et aider à simplifier la vie des métiers par ma connaissance du droit. Ouais, je me retrouve évidemment à une autre échelle, mais je me retrouve bien dans ce propos. Je crois qu'on fait du droit un peu tous les jours et que le droit, ça mène à tout. Finalement, c'est une bonne formation. Et tu as aussi un rôle institutionnel, puisque tu es très actif au sein de l'OCBF. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'OCBF pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est l'association professionnelle des banques de petite et de moyenne taille, qui regroupe à peu près 120 à 140 petites banques, ou moyennes banques en France, avec tous les métiers de la banque, parce que la finance, tu as plein de métiers, et toutes les géographies. Donc il y a cette grande diversité, et qui en plus accompagne l'évolution de la finance. C'était bien placé pour la connaître. Donc on accueille avec plaisir les nouveaux arrivants dans la finance, parce qu'on s'enrichit de tous ces savoirs et de cette grande diversité. Voilà, et donc, alors concrètement, quelles sont les missions de l'OCBF ? Vous avez un impact plutôt de lobbying, un impact... Effectivement, une mission de lobbying, mais aussi une mission de partage et d'échange avec les autorités de supervision, avec lesquelles on a développé des relations, je dirais, très riches, ce qui nous permet, de faire remonter les préoccupations de nos adhérents, et de faire passer les messages de nos superviseurs et de nos autorités de tutelle. Et ça, je pense que c'est un échange unique. La place de Paris, c'est une des forces de la place de Paris, cette qualité d'échange. Puis d'autre part, effectivement, c'est d'informer, c'est de veille réglementaire. Puis c'est une façon aussi d'accueillir les banques étrangères. Les banques étrangères arrivent à Paris. On les aide à rentrer dans l'écosystème financier parisien. Alors Grégoire, tu as passé 31 ans
au sein du groupe Odo BHF. Alors je vais te dire tout de suite, c'est ça. C'est mon chiffre. C'est 31 minutes en réalité. 31 minutes. Il se passe tellement de choses que c'est pas 31 ans, j'ai l'impression que ça a duré 31 minutes. Alors comment on reste aussi longtemps dans un groupe qui est passionnant, et c'est peut-être un élément de réponse. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester si longtemps, te donne envie de continuer quels sont les challenges qui ont accompagné ces 30 années? Alors je vais dire, c'est très simple. C'est le fait que chez Odo, tous ceux qui le souhaitent sont actionnaires. Donc j'ai commencé à investir au capital du groupe il y a 31 ans. Et donc je n'ai eu de cesse que de renforcer mon actionnariat. Donc très vite, dans ton esprit, tu n'es plus du tout un salarié. Tu fais partie des actionnaires. Et donc finalement, tu travailles pour nous, pas pour quelqu'un d'autre. Et ça change tout. Donc tu ne vois plus le temps passer. Et puis en plus, deuxième élément, c'est que tu es très aligné, puisque 65% des équipes détiennent ensemble 25% du capital. Wow. Et donc on est très alignés. Ce sont des partenaires, je travaille avec des partenaires. Et donc je suis au service de mes collègues, comme ils sont à mon service, pour ensemble gagner des parts de marché. Donc, ça crée un lien fort, tu vois. Mais tu le sais bien. Moi, je l'ai senti. Hein. Je l'ai senti puisque j'ai, avec Shares, on échange avec un grand nombre des équipes d'Odo. Et à chaque fois, je suis assez stupéfait de retrouver face à moi des gens qui ont un mindset d'actionnaire, en fait. Je parle à des employés, mais je parle à des actionnaires, on le sent. Bravo, parce que c'est rare. Dans les startups, on dit qu'il faut donner des stock options, des BSPCE à tous nos employés, et c'est ce qu'on fait. C'est rare de voir des groupes de votre taille, avec votre histoire, y parvenir aussi bien. Je te remercie pour ça, c'est vraiment important. Et moi, c'est ce qui me nourrit. C'est la qualité de la relation que j'ai avec mes collègues. Et c'est sans doute le fait qu'on soit tous actionnaires qui facilite cette relation, parce qu'on est tous très alignés. Et puis, tu sais, ça compte pour nous, notre actionnariat, puisque pour une bonne partie d'entre nous, puisque tu peux grandir dans l'actionnariat avec le temps. Et donc, pour une bonne partie d'entre nous, le montant de notre capital investi dans l'entreprise est très souvent supérieur au montant de notre résidence principale. Oui. Donc, tu comprends notre implication, c'est une décision de couple, c'est... Pas marginal. Et t'es chez nous. J'ai envie de dire, t'es chez toi, non, t'es chez nous. Donc, quand tu vas au bureau, tu vas pas travailler pour quelqu'un d'autre, tu vas travailler pour toi, pour nous. Bravo. Et si tu devais résumer aujourd'hui ta mission en une phrase. Alors là, c'est très important. C'est un message que je passe à tout le monde. Ma mission, c'est électricien. Je suis un électricien. Pourquoi ? Parce qu'on sait tous que le business, que le contact amène le contact, qui amène le contact, qui amène le business. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que quand je rencontre quelqu'un, je suis très heureux de découvrir tout ce qu'il fait pour pouvoir le connecter aux bons endroits, avec mes collègues, avec les métiers. Et ça te nourrit. Voilà. Donc on est tous des électriciens. Et c'est vrai que tu le fais très bien, puisqu'on s'est rencontrés, et puis j'ai été connecté avec les équipes de Odo Asset Servicing, avec lesquelles on travaille aujourd'hui très bien. On a été connecté aussi avec les équipes de Raphaël Lassan, dont on va parler tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il y a eu exactement, j'ai bénéficié de l'électricien que tu es. Alors tu sais que quand un électricien rencontre un autre électricien, il le reconnaît tout de suite. J'ai tout de suite vu en toi un super électricien. Et au passage, toi et moi, on peut remercier Romain Flelou qui nous a présenté. Ouais. Très vrai. C'était Romain Flelou qui nous a mis en contact, donc on l'embrasse. Mais écoute, c'est passionnant, un parcours hyper intéressant qui nous permet maintenant de passer à la deuxième partie qui est plutôt focusée sur Odo, le groupe, puisque c'est... évidemment, tout le monde connaît aujourd'hui Odo BHF, mais c'est une entreprise, quand on tape sur Internet, qui a été créée en 1849. Donc, plusieurs générations d'entrepreneurs ont été à la tête au sein de la famille Odo de cette belle entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ses origines et puis sa trajectoire jusqu'à aujourd'hui ? Bien sûr. Donc, l'idée, c'est que la famille Odo puise ses origines à Marseille. À Marseille, à l'époque où Marseille était une capitale économique incroyable, du fait des colonies, et puis avec la décolonisation, le rôle économique de Marseille a décru. Et donc Bernard Odo est monté à Paris, comme on disait. Et puis très vite, Bernard Odo, c'est un entrepreneur génial à mon sens, qui a lui aussi inauguré notre stratégie de croissance externe. Il a racheté plus gros que lui. Et en même temps, il a ouvert son capital à ses équipes, ce qui n'existait pas à l'époque. Waouh. Et donc très vite, il a la charge, parce que ça s'appelait une charge d'agent de change, a occupé une place très importante dans le paysage économique, financier à Paris. Et donc, et puis Bernard a passé le relais à ses fils, Pascal et Philippe. Philippe est un entrepreneur dans l'âme, et il n'a eu de cesse de développer l'activité. Voilà. C'est incroyable, donc ça fait près d'un siècle que chez Odo, les employés sont actionnaires. C'est exactement ça. C'est un truc qui n'a jamais changé.
Alors ça a grandi, c'est-à-dire que Ça a Philippe, grandi, bien sûr. je crois que Bernard Renault avait dit 10% du capital aux salariés et Philippe est arrivé à dit 25%. Et je pense qu'il est toujours prêt à aller plus loin. Alors, il y a eu un tournant avec l'arrivée donc, de Philippe Audeau, évidemment. Il y a eu une impulsion, je crois qu'avec un développement, une accélération. Tu parlais de croissance externe. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement cette aventure entrepreneuriale qui a impulsé au sein d'un groupe familial Philippe Audeau? Je crois que quand tu diriges une entreprise, il y a deux vitesses. Il y a le run de tous les jours. Ça, c'est quand j'ai envie de dire, si tu fais une analogie, c'est le statut de salarié. Oui. Et puis, tu apprends vite que pour gagner de l'argent, c'est aussi pas mal d'investir, parce que là, tu vas gagner beaucoup plus d'argent que quand tu es salarié. Donc, pour une entreprise, c'est la même chose. Tu as le run de tous les jours et la croissance externe. Ça, c'est l'investissement. Si tu oublies l'investissement, je pense que tu commets une erreur parce que tu vas croître beaucoup moins vite. Et Philippe a toujours il a ça dans son ADN, cette capacité à regarder des entreprises, à se dire, mon Dieu, comment on pourrait créer de la valeur? Et on trouve le bon angle. Et notamment grâce à la bascule informatique, qu'on réalise très vite pour que tout le monde soit sur nos systèmes. Et donc aligner les sociétés qu'on achète avec notre activité. Et ça a toujours été dans notre ADN de regarder ce qui se passait autour de nous. Et il y a un point clé dans la finance. C'est que je pense que la finance, elle a toujours été en évolution. C'est pas aujourd'hui, on évolue très vite, et tu en es le meilleur exemple. Mais de tout temps, il y a eu des bouleversements de réglementation, des bouleversements technologiques. Et donc, il se passe toujours des choses et tu as toujours des opportunités à saisir. Il faut simplement garder les yeux ouverts. Un gros morceau, la banque BHF. Voilà. Donc là, c'est une sacrée aventure. Il y a quelques années, donc, vous rachetez la banque BHF pour l'intégrer et devenez Audeau BHF. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'avant, l'après, sur les challenges aussi humains que ça a dû représenter, à titre perso aussi, puisque peut-être beaucoup plus de voyages vers l'Allemagne. Ça c'est sûr, on découvre Francfort. Voilà, vous découvrez un nouveau pays, une nouvelle manière d'opérer, peut-être. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être ce qui s'est passé avant et l'impact de ce merge, de cette association? Alors, dans nos métiers, quand tu es financier en France, aller en Allemagne, c'est pas forcément naturel. Alors, pourquoi il y a eu ce mouvement? D'abord, il y a une conviction forte de Philippe Audeau de se dire que pour exister, l'Europe nécessite une alliance forte entre la France et l'Allemagne. Ça, c'est sa conviction de base. Et donc, fort de cette conviction, Philippe n'a eu de cesse que de regarder le marché allemand et de voir les opportunités qui pouvaient se présenter. Et on peut dire qu'il a fait preuve, je dirais, de consistance, puisque ce dossier BHF, on le regarde depuis très très longtemps. Très très longtemps, il s'est passé plein de choses. Et que quand on a voulu l'acheter, il y avait déjà un acteur chinois qui voulait l'acheter. Donc on s'est retrouvé en compétition avec un acteur chinois. Est-ce que tu peux nous rappeler juste, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas bien, BHF par rapport à Audeau, au moment où vous faites cette acquisition, en termes d'ordre de grandeur, de taille, c'est comparable, c'est plus petit, c'est plus gros? Au total, c'est un peu plus petit, mais en termes de fonds propres, c'est plus gros, c'est plus important que Audeau, donc on a racheté plus gros que nous. Et en termes d'activité, c'était des activités assez différentes. Donc c'était une culture différente, des activités différentes, mais avec une envie du groupe d'apprendre. Et ce qui est clé quand tu fais une opération de croissance externe, c'est d'être capable de se remettre en question. C'est-à-dire d'offrir la possibilité aux équipes que tu rachètes de comprendre qui tu es, de faire des propositions d'organisation qui englobent les deux univers. Et toi-même, ce qui est fondamental pour réussir, c'est d'être ouvert dans ton esprit, que tes équipes partagent le même état d'esprit d'ouverture et de remise en question. T'arrives pas et tu dis pas, vous allez faire comme ça. Ça non, c'est pas... Il y avait d'importantes synergies, j'imagine, quand même, en revanche. Ne serait-ce que géographique, chacun était de son côté. C'était fabuleux. Donc ça, c'était parfait. Pour la banque privée, l'Allemagne, c'est un pays de cocagne, parce que les Allemands sont très riches. Et donc, et j'ai envie de dire que le niveau de compétition n'est pas forcément le même qu'en France. Et ils avaient aussi un asset manager? Ils avaient aussi un très bel asset manager, mais qui était, lui, spécialisé en fixed income, alors que nous, notre culture, c'était plutôt equities. Donc là aussi, très complémentaire. Le fit était parfait. C'est la transition parfaite vers les différents métiers aujourd'hui au sein d'Audeau BHF, parce qu'il y a plein de métiers. Donc là, on vient de parler de l'asset management, mais est-ce que tu peux nous énumérer les différents métiers qu'on retrouve au sein de Audeau BHF? Avec plaisir. Alors, il y a 3 grandes lignes métiers. La première aujourd'hui en termes de PNB, de produits nets bancaires, c'est la banque privée. La banque privée qu'on exerce en Allemagne d'abord. Très belle réussite en Allemagne de Joachim Egger, qui est le patron monde de notre activité banque privée. Un très beau développement en France de la banque privée avec Emmanuel Larset. Fabuleux développement. On voit qu'un homme peut tout changer. Et puis en Suisse, idem, très beau développement. Donc on a trois pays
France, Allemagne, Suisse. Ce qui fait un sens. Super équipe en Suisse. Moi, je leur ai rendu visite il y a quelques mois. Alexis Lombard. Et Alix de Ranty, qui est maintenant, qu'on embrasse, qui est maintenant... La fabuleuse Alix de Ranty. Voilà, qui était là, notre rencontre aussi, et qui est maintenant en Suisse. Voilà. Et un nouveau patron que je trouve top aussi, Thomas Bourri. Donc, tu vois, une complémentarité culturelle parfaite. Donc ça, c'est le premier métier, banque privée. Deuxième métier, qui est métier vraiment de nos racines aussi, c'est tout ce qui est banque d'investissement, avec deux vitesses dans la banque d'investissement. Tout ce qui est equities, fixed income, avec une plateforme fabuleuse qui était à l'époque initiée par Christophe Tadier et puis complétée par Christian San, qui est une alliance. Et l'union fait la force dans ces métiers. C'est des métiers ultra compétitifs et concurrentiels, equities, et on voit que là, on a des super résultats. On vient d'être classé premier broker pour sa recherche en France, en Allemagne, au Benelux. Wow. Donc je dis bravo aux équipes. On est simplement deuxième en Allemagne, mais on va arriver à être premier. Et l'idée, c'est que on s'est associé d'abord à Natixis, ensuite on s'est associé à ABN, à BBVA, à Commerzbank, à Raiffeisen, et tout ça construit un ensemble européen fabuleux, puisqu'on doit suivre 800 valeurs. Donc des brokers comme nous, il n'y en a pas tellement. Donc un très beau développement dans un environnement quand même complexe. Donc je dis bravo aux équipes, fabuleux. Ça c'est le métier de la banque d'investissement, la première branche. La deuxième branche, que je connais aussi très bien, pourquoi ? Parce que j'en assume la responsabilité, c'est tout ce qui est corporate. Et corporate, c'est l'activité de métal. On fait une activité de négoce physique de métaux. Ah oui. Aluminium, cuivre, essentiellement. On achète ces métaux partout dans le monde pour livrer l'industrie européenne. D'accord. Et ça, c'est hérité de Péchinet. Donc avec des équipes avec Antoine Chacun qui travaillait chez Péchinet. Avec Antoine, ça a été fit at first sight. J'ai tout de suite vu que le type était exceptionnel. Ça, c'est Odométal. Ensuite, on a un deuxième métier qu'on a découvert en Allemagne, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qui est le trade finance. Donc on fait des lettres de crédit, on fait des garanties, du financement long terme dans les pays d'Afrique subsaharienne. On fait ça dans 40 pays d'Afrique subsaharienne avec 250 banques correspondantes. Ça, c'est un héritage de BHF. Exactement, mais un héritage profond de BHF, puisque c'était la vocation de cette banque que d'aider le Mittelstand à exporter, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie centrale. Et on a repris cet héritage avec un network dingue. Voilà. Donc, et ça, ce savoir-faire allemand, on est en train de faire bénéficier aussi les entreprises françaises. D'accord. Et troisième métier, que tu connais très bien aussi, qui s'appelle OBAS, c'est l'asset servicing. Donc ça, c'est un métier qu'on appelle B2B, donc c'est de professionnel à professionnel. Et on offre quoi ? De la tenue de compte. Donc ça, on adore, puisque c'est un service de qualité. On offre l'offre de custody de fonds, notamment de private assets. Puis on a une offre aussi pour les contrats d'assurance vie. Et donc l'idée, c'est de travailler avec des professionnels. Et on a la chance maintenant et le bonheur de travailler avec Shares sur ces sujets. Et je crois que notre partenariat, mais tu y viendras après, nous ravit. Oui, des équipes extraordinaires avec une connaissance métier assez exceptionnelle. Et faut le dire, on en reparlera après, mais il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de sociétés de votre taille qui ont ce savoir-faire. C'est absolument rarifié. Parce que les banques, les institutions de plus en plus ont tendance à outsourcer, à externaliser ce savoir-faire. Et donc plus personne en fait n'est capable aujourd'hui de faire ces métiers-là. Donc c'est une des raisons pour laquelle on est très heureux de travailler avec Odo. Peut-être tu m'autorises une remarque là-dessus. J'adore travailler avec les équipes d'Obas, notamment Julien de France et Pierre Voriot. Pourquoi ? Parce que cet état d'esprit d'actionnaire, nos clients le ressentent. Et donc, si tu veux, sérieusement, nos clients nous aiment parce que on est à leur disposition. Et vraiment, tu vois, cet état d'esprit, c'est comme... l'état d'esprit des équipes de l'asset servicing, ce sont des banquiers privés qui sont à la disposition de leurs clients. Oui, c'est vraiment ce qu'on ressent. Quelques chiffres pour parler de Odo BHF. On aime bien souvent décrire les entreprises au travers de quelques chiffres, les encours, le nombre de collaborateurs, peut-être, je ne sais pas, le chiffre d'affaires. Enfin, quelques chiffres un peu clés sur lesquels on peut communiquer ici pour donner une idée de la taille de ce que vous avez construit. Alors, si tu veux, ce que j'aime bien dans les chiffres, c'est les comparer aussi, parce que ça les rend intelligents. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est 3500 collaborateurs en tout. Quand je suis arrivé, on devait être 120. Alors, quand je suis arrivé, tu vas me dire, en 94. Mais bon, on est passé de 120 à 3500. Sur le montant de nos encours, je me souviens que je suis arrivé, c'était 5 milliards de francs. Aujourd'hui, nos encours globaux, c'est 150 milliards d'euros. Wow. Donc, je dis bravo aux équipes. Voilà, bravo aux équipes. Et notre PNB, alors je ne vais pas te parler de notre PNB, parce que je ne m'en souviens pas, mais je vais te parler de notre PNB actuel, notre objectif, c'est à peu près 900 millions d'euros. Wow. Et enfin, nos fonds propres, parce que c'est très important, nos fonds propres,
Nos fonds propres, c'est de l'ordre de 1,2 milliard d'euros. Impressionnant. 150 milliards, 3500 salariés, 900 millions de PNB. Alors, un élément important aussi, c'est les géographies, c'est France, Allemagne, Suisse, mais aussi la Tunisie, puisqu'en Tunisie, on a 550 collaborateurs. D'accord. La Tunisie a beaucoup investi dans l'IT. Ouais. Donc on a des super équipes à Tunis. Bravo. C'est assez impressionnant et ça nous amène un petit peu à un autre aspect intéressant, je trouve, de votre groupe. C'est cette capacité que vous avez à travailler, à collaborer avec des entreprises innovantes, des startups. Donc, on choisit les meilleurs. Évidemment, on peut prêcher pour ma paroisse, mais au-delà de Shares, c'est vraiment intéressant. Vous avez tout un écosystème que vous avez construit ou que vous construisez autour de Odo. Comment elle est née, cette volonté? Depuis quand? Qui l'anime ou comment elle est animée? Vous investissez parfois, vous collaborez parfois, vous créez des synergies, vous avez même un prix que vous avez lancé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette stratégie vers toute la nouvelle génération d'acteurs financiers? Là aussi, c'est Philippe Odo. Alors, il y a deux mots qu'on n'utilise pas tellement dans la finance, c'est curieux et imaginatif. Je pense que c'est deux façons de le décrire. Donc, sa curiosité et son imagination l'ont poussé. Alors, à l'époque, tu t'en souviens peut-être de l'histoire du compte nickel. Oui, je me rappelle, il avait investi. Il a investi, ouais. Et alors, avec d'autres gens, c'était notre première... C'est ça. On peut dire que c'est une très belle success story. Ah oui, c'est une très belle success story. Il n'y en a pas, en plus, énormément qui peuvent se targuer d'avoir eu un si beau parcours et qui a été revendu au groupe BNP Paribas. Exactement. Et l'idée, c'est que dès le départ, donc, il y a eu cette curiosité. Et c'est très bien de regarder les fintechs. Pourquoi ? Parce que, parfois, c'est de très bonnes affaires. Mais deux aussi, c'est une façon de rester en contact avec l'innovation, avec ce qui se passe sur les marchés. Les fintechs sont à l'avant de ces révolutions. Et donc, le fait d'investir dans des fintechs, tu sais ce qui se passe. C'est des capteurs avancés de l'évolution de nos métiers. Et donc, cette curiosité qui nous a amené à investir dans plusieurs fintechs, des très belles fintechs, a fait que on a toujours eu ces capteurs avancés. Donc, on a investi dans Lydia, on est ressorti, on a fait une très belle opération. Tu sais que c'est important aussi de savoir ressortir. Donc, on s'est investi, on sait ressortir. On a investi dans une très belle boîte que j'adore, Wisby, avec là aussi un patron que j'adore, Benjamin Ducousseau. D'ailleurs, les Benjamins sont assez souvent très sympas. Et je serais très heureux de te le présenter. Avec grand plaisir. Et donc, voilà, si tu veux, tu apportes, quand on rentre au capital d'une fintech, on apporte notre réseau, on apporte notre savoir-faire. On n'a pas une démarche de pure private equity. On n'est pas en train de regarder notre montre, on se dit on va ressortir. On se dit comment on peut aider cette société à grandir et qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre. Donc c'est dans les deux sens. Et à chaque fois, c'est très riche. Ce que je trouve très intéressant et rare, c'est que donc, dans mon expérience d'entrepreneur, j'ai vu des grands groupes investir dans des VC, dans des fonds d'investissement de capital risque, avec un objectif purement financier. Et j'ai vu des grands groupes avoir un département corporate, investir dans des entreprises avec un intérêt industriel pour, pourquoi pas à terme en faire l'acquisition. Ce que je trouve intéressant chez Odo, c'est que vous vous autorisez, tu as donné quelques exemples, d'investir chez Lydia, d'investir chez Compte Nickel, d'accompagner des startups, avec un espèce de positionnement très libre. En fait, on investit parce qu'on veut que ça grandisse, on travaille avec s'il le faut et on sort si on juge que c'est le bon moment. Et donc c'est très rare en fait d'avoir un groupe de votre taille capable d'avoir cette élasticité. Voilà. Cette agilité qui est propre au groupe, c'est vrai, c'est dans notre ADN. Mais je pense que il y a un élément essentiel aussi, c'est le qui avant le quoi. On investit d'abord sur le fondateur, sur le CIO. Il faut qu'on ait le fit. Dès que je t'ai vu, c'était, comme je le disais pour Antoine Chacun, avec toi, c'était la même chose, fit at first sight. Dès que je t'ai vu, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais j'étais sûr que c'est vrai, je me suis dit, ce mec va cartonner. Il vient d'arriver à Paris, mais il va cartonner. Je l'ai su, tu vois. Et aujourd'hui, les faits le prouvent, mais à l'époque, je ne pouvais pas l'expliquer. Si en interne, j'avais dit, je sais qu'il va cartonner, comme tout, on est très cartésien en interne, on m'aurait dit, mais comment tu peux le prouver ? Je peux le prouver a posteriori, mais je le savais. C'est gentil. C'est vrai que notre première rencontre, c'était le qui avant le quoi aussi, pour moi, dans la mesure où on n'avait pas vraiment, à ce moment-là, on ne savait pas vraiment ce qu'on pouvait regarder ensemble comme sujet. On était encore tout petits, Shares, et principalement sur le B2C. Et finalement, quelques années plus tard, on est très heureux de travailler, on l'a dit, avec les équipes d'asset servicing, notamment, mais pas seulement,
puisqu'on a des projets aussi avec les équipes de Raphaël Assan dans la distribution intermédiaire à destination de nos CGP. Et donc, en fait, on multiplie aujourd'hui les projets avec tes différentes équipes. Donc, ouais, j'adore ce partenariat. Pourquoi ? Parce qu'on est très complémentaires. Et donc, ensemble, ça nous permet de faire plein de choses. Notamment, tu nous ouvres des portes sur l'asset management, on t'ouvre des portes sur le CGP, sur notre savoir-faire. C'est extrêmement complémentaire. Voilà, et on adore ça. Et c'est pour ça que je pense que notre partenariat n'est qu'à son début. C'est ce que je peux que nous souhaiter, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des enjeux de la distribution, de l'accès à l'investissement et comment aujourd'hui, justement, développer cet écosystème de nouvelle génération d'acteurs, ça vous permet de favoriser justement la transformation de votre métier et la distribution peut-être de vos différents produits ? Mais je pense que tu as deux aspects essentiels, c'est le digital et l'humain. Mais tu ne peux pas les dissocier. Je ne sais pas si tu te souviens de cette image que j'aime beaucoup, mais tu t'en souviens peut-être pas, dans les années 90, quand il y a eu Internet qui est apparu, tout le monde, sur le commerce, tout le monde disait clic ou mortar. C'était le gros débat, ça va être clic, ça va être mortar, non, 100% clic. Puis tu t'aperçois quelques années après, mais que la réponse est évidente, c'est toujours clic et mortar. Toujours clic et mortar. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux. Et je suis persuadé que quand tu regardes la techno, je suis persuadé que cette loi de clic et mortar, elle est valable pour toujours. Alors, ça n'engage que moi, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que je ressens profondément. Et donc, j'ai envie de dire que l'association de Shares et de Odo, évidemment qu'on a beaucoup de clics chez Odo, mais tu as un clic qu'on n'a pas. Donc, notre association, c'est vraiment clic et mortar. Donc, c'est très complémentaire. Et ensemble, on peut aller gagner des parts de marché qu'on n'aurait jamais gagnées si on était seul. Aussi bien pour Shares que pour Odo. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, si, c'est très clair. Tout à fait. C'est marrant, j'ai été avec une fintech il y a quelques jours, qui est dans le wealth management et qui essaye de disrupter un petit peu le métier de banquier privé. Et je ne peux pas donner son nom, mais il m'annonçait justement qu'il allait essayer d'ouvrir des emplacements physiques, des salons pour recevoir de la clientèle, etc. Et en fait, il fait le chemin un peu inverse, il essaie de partir du digital et il le fait avec un certain succès. Et maintenant, il va aussi ouvrir des emplacements. La moralité, c'est que c'est nécessaire d'avoir un côté institutionnalisé, une expérience, des points de contact avec la clientèle et c'est ce que vous avez fait en fait au fil des années et vous digitalisez maintenant et donc c'est très intéressant. Il ne faut jamais oublier que ce sont les clients qui nous font vivre, donc comprendre les besoins des clients et faire attention à nos clients, c'est juste fondamental. Une remarque au passage, je dis bravo à cet entrepreneur que tu as rencontré. S'il a besoin d'un asset serviceur, on est très heureux de le rencontrer aussi. Écoute, c'est noté. On fera la mise en relation. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui est assez brillant. Donc, on en parlera juste après. Odo BHF, on en a parlé. On a parlé de la construction de l'entreprise. On a parlé de l'intégration de l'aventure allemande, de l'intégration de BHF, des différents métiers. Quand on a fait tout ça, qu'on a 150 milliards d'encours et 3500 salariés, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Quels sont les objectifs stratégiques pour les 5-10 prochaines années ? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous annoncer sur les ambitions aujourd'hui du groupe ? Maintenant, la page allemande bien intégrée et qu'est-ce qui est devant vous ? Tu peux toujours faire beaucoup mieux, ça c'est certain. Tu vois, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Je crois qu'il y a un maître mot que j'ai prononcé, je ne sais pas si je l'ai prononcé tout à l'heure, c'est l'imagination. Toujours rester complètement ouvert, imaginatif, pour continuer à gagner des parts de marché. Parce que dans nos métiers qui sont en constante évolution, tu es toujours remis en question. Dès que tu t'endors sur tes lauriers, tu es dépassé. Donc tu ne peux jamais dire « j'y suis arrivé ». Tu veux dire « j'y suis arrivé », c'est en réalité « j'ai terminé ». Donc il faut toujours continuer à avancer. Donc ça fait partie de notre ADN. Mais j'ai envie de dire que malheureusement, la partie passe très vite parce que ces 31 ans qui sont passés en 31 minutes. Donc ce qui compte à mes yeux maintenant, c'est le passage. Ce qui me nourrit, c'est le passage, c'est d'être entouré. Odo on recrute, je crois, 300 ou 400 jeunes par an. Ah oui. Un jeune, c'est 30 ans ou moins. On recrute énormément de talents. 10% de vos équipes sont quasiment renouvelées finalement chaque année, ou en tout cas il y a plus de 10% de... C'est ça, exactement. Qui viennent de toutes les géographies. Allemagne, France évidemment, mais Angleterre, Hollande, Suisse évidemment aussi. Et donc ça nous nourrit. Et l'idée, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ce qui me nourrit à titre personnel, c'est ce passage de relais, de voir la génération d'après arriver, tous ces jeunes qui sont top. Et puis récemment, on a recruté des talents au comité de direction du groupe. On a recruté Noémie Elazam, qui était la responsable de l'intelligence artificielle de Société Générale. Ah oui. On a recruté Christian Zahn, qui avait des grandes responsabilités en Suisse dans le conseil. Donc on s'est doté
On a Isabelle Yann qui était une nouvelle DRH. Donc, on s'est doté de grands talents. Donc, je crois que 40% de notre comité de direction là est nouveau. Et ça continue à évoluer. C'est le sens de la vie. Ce passage de relais est juste essentiel. Voilà. Et tu arrives à un moment de ta vie, tu comprends que ça te nourrit. T'as pas besoin tu changes de registre. Et ça, je pense que c'est l'objectif. C'est un enjeu d'intégration, de nouveaux talents, de passage de relais. C'est ça. Et après, pour le groupe, d'un point de vue stratégique, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qu'on devrait découvrir dans les prochaines années, ou alors des renforcements géographiques, sans nous en dire trop? Alors, d'abord, je vais dire une chose. Quels sont les horizons que vous regardez? Quand tu parles de développement stratégique à venir, j'ai envie de dire toujours, attention les amis, tout dépend de nos clients. Donc, quels seront les besoins de nos clients? Ça va sans dire, mais j'aime bien le rappeler quand même. Et puis, ensuite, oui, les développements géographiques, quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, quand tu vois ce qui se passe en Asie et en Chine, c'est deux marchés fabuleux qu'il faudrait être fou pour oublier. Donc ceux-là, on a vraiment les yeux rivés dessus, aussi bien en termes de produits que de potentiel. On les regarde attentivement. On est persuadé aussi, et ça c'est une grande conviction de Philippe, mais portée par le groupe maintenant, que l'Afrique subsaharienne, c'est un peu l'enjeu de l'humanité. Donc je crois que la famille Odo a planté 2 500 000 arbres au Congo-Brazza. On veut créer un fonds. Maintenant, c'est la fille de Philippe Odo, Inès, qui a pris tout ça en main et qui crée ces fonds et qui développe nos activités en Afrique. On veut créer des opportunités pour nos clients d'investissement à impact en Afrique subsaharienne parce qu'on pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a des talents incroyables en Afrique. Oui. Il y a des ressources incroyables. C'est vraiment l'avenir. Et puis en plus, le groupe Odo a cette force d'être indépendant. Donc on n'est pas obligé de faire comme les autres. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui se retirent d'Afrique. Mais nous, on s'y intéresse. Et on pense que pour l'impact, pour l'ESG, c'est des zones juste essentielles et qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et quand on dit ESG, ça ne veut pas forcément dire qu'on va perdre de l'argent. Au contraire, nous, on a la conviction inverse, on peut faire de l'ESG et gagner de l'argent. Et ça, c'est le travail de nos équipes, notamment d'Inès Odo, sur les investissements en Afrique. Et vous avez des ressources sur place déployées ou vous arrivez à gérer à distance? Alors, toujours des bonnes questions, je te remercie. On a un bureau à Abidjan. Ah oui. Et puis, ça fait, tu sais, ce dont je te parlais, le métier du trade finance, donc ça fait 50 ans qu'on fait ça. Donc on a des relations avec les banques africaines extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'on a un centre de formation à Francfort qui existe depuis près de 50 ans, dans lequel on forme tous les grands banquiers d'Afrique subsaharienne, des différents pays d'Afrique subsaharienne. Et donc on a un réseau, je pense, extraordinaire, qu'on met au service de ces développements à impact. Wow, je ne savais pas. Voilà, j'ai découvert un nouveau métier que j'ignorais, donc bravo. Un point qui est intéressant pour nous, puisque avec Shares aujourd'hui, on a déployé une solution Shares Pro à destination des CGP, de la distribution intermédiaire, marché que vous connaissez très bien. Qu'on aime beaucoup. Et que vous êtes, on aime les CGP. Vous êtes très actif sur ce marché, avec notamment Raphaël Assan, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qu'on salue. Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent et qui nous connaissent, évidemment, comme étant très positionnés sur ce marché désormais de la distribution intermédiaire, plus spécifiquement, ton regard un peu sur ce marché qui a évolué énormément et qui continue d'évoluer, et votre stratégie peut-être sur ce marché en particulier du wealth management, des wealth managers et donc des conseillers en gestion de patrimoine. Alors c'est un marché qu'on aime beaucoup, pourquoi ? Parce que ça fait très longtemps qu'on a commencé à s'y intéresser. On a vu l'évolution dingue de ce métier. C'est pas un métier facile, c'est un métier d'entrepreneur, c'est un métier où on est au service de ses clients, sinon on n'existe pas, et avec quand même une concurrence assez importante. Et donc, si on veut que les CGP réussissent, il faut leur amener les meilleures solutions en termes de produits, en termes d'enveloppe, d'assurance vie évidemment, parce que ça, on a vraiment beaucoup investi dans l'assurance vie, dans les contrats d'assurance vie, avoir des contrats d'assurance vie ad hoc pour que les CGP aient vraiment des réponses qu'on ne trouve pas dans tous les grands réseaux. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel. Et puis dedans, il y a ce qu'on appelle les sous-jacents, les produits qu'on propose à l'investissement des clients, que ce soit des produits listés, ou maintenant on voit bien ce qu'on appelle la retailisation des private assets. Donc on a tout de suite été à la pointe sur ce sujet. Donc mettre tous ces produits à la disposition des CGP, les accompagner, et puis il y a l'apparition de ces plateformes de CGP, ce développement très très impressionnant. On voit des CGP qui sont au-dessus de la barre des 10 milliards, au-dessus de la barre des 20 milliards, et puis on voit qu'ils vont aller plus loin, qu'ils vont grandir à l'international. Des vrais entrepreneurs que j'admire. Je dis bravo messieurs, continuez, et on sera très heureux de vous accompagner. Et aujourd'hui, ils ont trouvé un partenaire de choix avec Shares. Je leur dis bravo. On est très complémentaires là aussi. On travaille ensemble avec les CGP, et on est très heureux de voir ton succès dingue avec ces grandes plateformes. Et on est très heureux d'accompagner les CGP, mais on sera aussi très heureux d'accompagner Shares dans cette relation.
Oui, c'est assez intéressant parce que c'est un marché moi, que j'ai découvert depuis un an et demi. En fait, finalement, il y a la distribution, donc le CGP, le conseil, évidemment avec son client. Il y a les producteurs qui produisent des structurés, qui produisent des produits financiers, les asset managers. Et puis, il y a la plateforme, on retrouve un peu l'idée d'électricien, quoi, la tuyauterie. Et en fait, on a besoin des trois. Sans les distributeurs, il n'y a pas de produits vendus. Sans les produits vendus, il n'y a pas de distribution. Et sans la plateforme, il n'y a pas de mise en relation des uns avec les autres. Et nous, on a ressenti avec Shares, et je pense que c'est un point commun avec Odo, le besoin d'améliorer toujours et encore la partie plateforme pour permettre en fait que les producteurs puissent proposer leurs produits aux distributeurs et que les distributeurs aient des parcours qui soient simples et à la mesure de l'époque. Et donc, je pense qu'il y a énormément à faire et je pense que c'est un challenge sur lequel on se retrouve bien avec tes équipes. La croissance de Shares sur ce marché m'impressionne. Je pense qu'elle est méritée, mais je pense que tu amènes une vraie solution dont les CGP ont absolument besoin. Et l'idée, c'est que tout à l'heure, tu m'as donné une image que j'aime beaucoup. Tu as cité un très grand asset manager dont je ne reprendrai pas le nom, mais qui amène des solutions techniques pour vendre ses OPCVM. Oui. Et l'idée, c'est que Shares et Odo, Asset Management, qui est représenté par Vanessa Tobelem, qui fait un super travail aussi avec les grandes plateformes. On fait un peu la même chose, tu vois, avec Shares qui a une avance technologique et qui permet au CGP d'être beaucoup plus efficace, et la qualité de nos produits derrière. Donc ça, j'aime beaucoup cette alliance qui fait du sens. Voilà. Oui, ça permet de démocratiser l'accès à des fonds qui aujourd'hui sont principalement accessibles pour la clientèle banque privée. C'est ça. Donc tout d'un coup, on va pouvoir baisser la barrière et faire rentrer des plus petits tickets. Donc c'est extrêmement intéressant. Contexte d'actualité, alors quand on diffusera ce podcast, peut-être qu'on aura déjà eu la réponse à cette question. Je crois que cette semaine, les députés ciotistes vont déposer un projet de loi pour déplafonner le PEA, pour en fait... J'ai lu ce truc magique. Favoriser le PEA. Et j'ai envie de te dire, alléluia. Alors c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, PEA, c'est un peu le conflit, le match PEA versus assurance vie. Donc pour ceux qui ne voient pas trop la différence, le PEA est une enveloppe titre, donc c'est une enveloppe bancaire qui permet d'être exonéré du coup de taxation de ses plus-values, mais qui est limitée à un versement de 150 000 €. On ne peut pas mettre plus de 150 000 € dans son PEA. Quelle frustration. Voilà. Alors après, le PEA de 150 000 € peut faire des petits et un jour être à plusieurs millions, on en a vu. Et de l'autre côté, on a l'assurance vie, qui est un produit un petit peu plus chargé, qui a des avantages également fiscaux, mais qui sont plus limités, et par contre qui a l'avantage de la transmission avec ces générations. Enfin, il y a un avantage fiscal dans la transmission. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce match et de l'actualité ? Alors, tu m'en voudras pas de te dire que pour moi, c'est pas un match, c'est très complémentaire. Il faut avoir l'un et l'autre. C'est comme Click et Mortar. C'est pas Click ou Mortar. C'est assurance vie et PEA. Et si on peut déplafonner le PEA, il faut pas hésiter une seule seconde. Il faut foncer. Et je pense que si on peut mettre des private assets dans le PEA, c'est magique aussi. Et je pense que... Alors, tu connais le projet de loi mieux que moi, donc c'est simplement déplafonner à 250 000. Alors, il me semble qu'ils veulent le déplafonner. Il me semble qu'ils veulent aussi élargir les gammes de produits qui seraient éligibles. Alors, on n'a pas encore les actions fractionnées, qui est notre sujet un peu chez Shares, mais ça, on y reviendra. Mais en tout cas, l'idée générale, c'est de favoriser l'épargne des Français et l'investissement des Français vers des sociétés cotées, hein, quand même. Tu as un autre support d'investissement qui est génial, mais que tu connais bien, c'est le PER compte-titre. Ouais, le PER compte-titre, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de frais, presque pas de frais, pas de plafond, magique. Bien sûr. PER bancaire, d'ailleurs, c'est lors de notre premiers échanges que tu m'en as parlé, et on a par la suite, nous, racheté l'activité de PER bancaire de Interinvest. Très belle opération. Voilà, dont on transfère les actifs bientôt et l'activité. On arrive un peu à la fin de c'est passé échange. Trop vite. Est-ce que aujourd'hui, tu peux nous donner quelques éléments d'information sur, je ne sais pas, des annonces, le site web de Odo, comment on peut te retrouver, comment on peut retrouver Odo, si on est intéressé à prendre contact avec Odo, quel est le bon mode de prise de contact, enfin, voilà, les éléments un peu d'information pour savoir où retrouver Odo. Alors, retrouver Odo, il y a évidemment le site, il y a évidemment les réseaux, notamment LinkedIn, mais j'ai envie de dire, si vous voulez retrouver Odo, d'une part, si vous êtes client d'ACGP, n'hésitez pas à lui parler de Odo, il nous adore, et nous on sera très heureux de lui rendre le service qui vous permettra d'avoir le meilleur produit possible. Et puis, l'actualité de Odo, peut-être que toi, Shares, tu t'en parleras, puisque j'ai très envie qu'on développe nous avons très envie de développer notre partenariat. Merci beaucoup, Grégoire, pour ton temps. C'était passionnant. On aimerait que ça dure 2 heures, mais on essaie de faire avec ton agenda et nos contraintes, et c'était super. Merci à toi. Pareil. Merci beaucoup, Benjamin. À bientôt. À très bientôt.